maintenant, je vais appeler notre dernière intervenante, Inès Castelot. Alors bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Inès Castelot, je suis actuellement étudiante en master de PCPI à l'université Paris-Cité. J'ai précédemment aussi réalisé un cursus de criminologie à Paris 8 et je suis vice-présidente donc de la Forpel depuis janvier 2022. Pour clôturer cette matinée, on va faire une petite revue de la littérature qui va porter sur les conséquences de l'abus sexuel infantile sur le développement social, affectif, cognitif aux différentes étapes de la vie, de la petite enfance à l'âge adulte. Alors pour commencer, parce que ça me semble quand même assez important, on va parler de finalement la définition des violences sexuelles, parce qu'on entend souvent les termes abus sexuels, violences sexuelles, mais enfin c'est quand même mieux quand on sait exactement à quoi ça renvoie. Donc selon le site gouvernemental Arrêtons les violences sexuelles sont définies et désignent tout acte sexuel commis avec violence, contrainte, menace ou surprise et recouvrent toutes les situations dans lesquelles une personne impose à autrui un ou des comportements, un ou des propos, à l'oral ou à l'écrit, à caractère sexuel. Et donc cette définition, elle englobe tant, mais ça on l'a déjà vu durant la matinée, des crimes sexuels, comme par exemple le viol, ou des délits sexuels, comme les attouchements, donc agression sexuelle, ou alors exhibitionnisme, etc. Donc une autre précision, je pense, à faire en introduction, c'est que le groupe que forment les victimes d'abus sexuels dans l'enfance est un groupe hétérogène, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver les mêmes facteurs de risque et les mêmes facteurs protecteurs au niveau individuel, ce ne sont pas les mêmes, et donc forcément, être victime d'un abus sexuel, ce n'est pas déterministe, c'est-à-dire que certains individus vont présenter des difficultés qui vont s'exprimer sur le plan interpersonnel, psychologique, etc. Et d'autres personnes ne vont pas forcément connaître ces mêmes effets aversifs. Autre chose aussi qui va pouvoir faire varier justement l'impact de ces violences sexuelles sur un individu, ça va bien être évidemment les circonstances de l'abus ou des abus au pluriel, c'est-à-dire déjà le nombre d'abus va beaucoup compter, la chronicité, le nombre d'abuseurs, la position de l'abuseur par rapport à la victime. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont être très importants à prendre en compte et qui vont au moins expliquer largement le retentissement que ça va avoir sur la personne de la victime. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que les abus sexuels subis dans l'enfance sont un facteur non spécifique d'émergence de troubles psychologiques durant l'existence, et une étude assez aussi intéressante, puisque longitudinale et portant sur une très longue période, 10 ans, a été réalisée par Dagneau et collaborateurs en 2017, et qui s'intéressait à une cohorte, deux cohortes, donc une cohorte d'enfants qui avaient été victimes d'abus sexuels et une cohorte contrôle, et qui a démontré que sur 10 ans, les individus qui avaient été victimes d'abus sexuels dans l'enfance étaient 5,5 fois plus à risque de présenter des difficultés sur le plan psychologique. Et d'ailleurs, rien qu'au cours de la première année de l'étude, 30% des participants de l'étude consultaient pour des raisons psychologiques, alors que dans la cohorte contrôle, seulement 10% consultaient pour les mêmes raisons. Et sur 10 ans, les victimes d'abus sexuels durant l'enfance sont aussi 5 fois plus à risque de connaître une hospitalisation en psychiatrie. Donc ça montre bien qu'il y a un retentissement qui peut être important sur le fonctionnement de l'individu qui est victime, et que potentiellement ces difficultés, elles vont durer et s'étaler dans le temps. Alors maintenant, je voulais aborder la question du soutien social et des conséquences des abus sexuels sur le plan plus interpersonnel. Donc évidemment, quand on parle de victimes, la première chose qui va être importante à évaluer, même en tant que psychologue, ça va être la question du soutien social à l'enfant ou à l'adolescent. Le soutien social, évidemment, ça peut être les parents, ça peut être des adultes de confiance, le reste de la famille, un professeur. Mais ce qui va surtout beaucoup compter à partir du moment où l'enfant va justement parler des abus dont il a été victime, parce que c'est pas non plus systématique, parfois ça prend du temps, eh bien ce qui va être très important, c'est la réaction parentale. Comment les parents vont réagir au fait que l'enfant va parler des abus qu'il a subis. Parce qu'à ce moment-là, ça va être très important pour l'enfant qu'il y ait une reconnaissance de l'abus qu'il a vécu et qu'il y ait une validation émotionnelle de son vécu traumatique.
puisque, en l'espèce, si cette validation n'intervient pas, ça va constituer un facteur de risque pour une revictimisation ultérieure. Parce qu'à partir du moment où on a été victime d'abus sexuels une fois, on est plus à risque de l'être une seconde fois, voire d'autres fois. Un autre élément qui va être aussi très important, ça va être la relation au père, donc aux autres enfants, aux autres adolescents, puisque la période de l'enfance et de l'adolescence, c'est une période qui est très importante pour justement le développement, l'acquisition des compétences interpersonnelles. C'est un petit peu comme un laboratoire social finalement. Sauf que on se rend compte que fréquemment, chez les enfants et adolescents qui ont été victimes d'abus sexuels, il y a un isolement social par rapport au père. Donc une étude assez intéressante par Fontes, Conceição et Machado qui a été menée en 2017 montrait que, en fait, chez des adolescents en classe de 3e qui avaient été victimes d'abus sexuels, eh bien, 35% estimaient se sentir seuls, même en présence d'autrui, et 33%, donc un tiers de l'échantillon, estimaient n'avoir absolument aucun ami. Donc cette question de l'isolement, elle est quand même très importante. Ensuite, je voulais aussi vous parler du style d'attachement, puisque les abus sexuels subis durant l'enfance ont été positivement corrélés aux 3 styles d'attachement insécures, qui ont été notamment théorisés par Bowlby. Je me permets juste très rapidement de les rappeler. Donc attachement insécure ambivalent, insécure évitant et insécure désorganisé. Et là, on peut l'expliquer de plusieurs manières. Bon, déjà, l'abus sexuel, c'est une trahison des attentes de l'enfant envers l'adulte. Donc, évidemment que ça va avoir un très fort retentissement sur tout ce qui a trait, finalement, aux questions d'attachement. Mais c'est surtout que si l'abuseur est un parent, normalement, le rôle d'un parent, c'est de fournir à l'enfant une base de sécurité, c'est de répondre de manière suffisamment bonne à ses besoins psychiques et ses besoins physiques. Et en l'espèce, lorsque l'un des parents est un abuseur, évidemment que ça va engendrer une rupture de cette base de sécurité, ce qui va être extrêmement désorganisant et dramatique pour l'enfant. Ensuite, autre chose, c'est que si l'abuseur est un autre adulte, c'est-à-dire pas forcément un parent, et je me permets aussi de faire une petite parenthèse, dans le cas où l'un des parents est l'abuseur, le fait d'avoir un attachement sécure avec le deuxième parent, c'est un facteur quand même protecteur par rapport au risque de développer ultérieurement des troubles psychopatho. Je voulais juste préciser ça parce que ça me semble important. Mais donc, si l'abuseur, c'est un autre adulte, donc pas forcément les parents, eh bien, alors, ça va pas forcément de manière immédiate impacter le style d'attachement, puisque le style d'attachement est largement dépendant des relations précoces avec les figures d'attachement primaires ou leurs substituts, donc parents ou substituts des parents. Mais malgré tout, lorsque un adulte va venir abuser sexuellement d'un enfant, eh bien, cela va venir perturber la formation des modèles internes opérants. Donc, il y a le modèle du soi, le modèle de l'autre, le modèle de l'environnement. Et en fait, les modèles internes opérants, c'est l'ensemble des représentations mentales que le petit enfant va avoir et qui vont, par exemple, renvoyer à qu'est-ce qu'on attend de moi dans une relation, qu'est-ce que je peux attendre de l'autre dans une relation. Voilà. Ça va avoir un rôle un petit peu prédictif de comment l'enfant va un petit peu aborder les relations, et c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment marquer l'individu et dont il va se servir tout au long de sa vie, même si la formation est durant l'enfance. Et enfin, je voulais aussi vous parler des stratégies de coping, puisque on entend souvent parler du modèle des stratégies de coping centrées sur l'émotion, centrées sur le problème. Il y a aussi le modèle coping actif, coping passif. Mais je voulais vous parler surtout du modèle approach avoidance, donc approche évitement, puisqu'en fait, chez les victimes d'abus sexuels durant l'enfance, on voit qu'il y a une très forte utilisation de stratégies de coping qui sont basées sur l'évitement. Je me permets de faire un petit rappel. Quand on parle de stratégie de coping, donc c'est la capacité à faire face. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur... il existe une mauvaise stratégie de coping, il en existe une bonne, on n'est pas sur quelque chose de binaire, on est sur du dimensionnel. Donc on va dire que ce qui va rendre une stratégie de coping non adaptée, c'est son utilisation rigide et de manière transsituationnelle pour répondre à des situations qui auraient nécessité finalement une réponse un petit peu différente, donc des stratégies de coping différentes.
Donc je voulais terminer sur le fait que ces stratégies de coping qui sont notamment basées sur l'évitement, elles peuvent être adaptatives durant l'enfance, notamment si les abus interviennent dans un cadre intrafamilial. Mais ce qui va être problématique, c'est que s'il y a une persévération de l'individu qui va continuer à utiliser de manière rigide ces stratégies d'évitement et de manière transsituationnelle, là, on va avoir un petit problème, puisque si ça peut avoir un côté adaptatif durant l'enfance et l'adolescence, ça ne va plus être le cas à l'âge adulte, et donc tout ça va avoir forcément un impact sur la capacité à nouer des relations et les maintenir. Bon, là, c'était juste un tableau de données pour vous montrer que la plupart du temps, la victime connaît l'agresseur. C'est pas un abuseur, c'est pas un individu qui est inconnu de l'enfant. Et ça va notamment impacter la question du soutien social à l'enfant, puisqu'évidemment, l'abuseur, il va très souvent être soit l'un des parents, soit un individu qui fait partie de la famille, soit un ami de la famille. Donc, c'est-à-dire que ça va, finalement, la révélation concernant l'abus sexuel va confronter le ou les parents à un vécu de trahison qui peut être difficilement vécu et qui peut expliquer que parfois, finalement, les parents vont pas avoir une réaction tout à fait adaptée à ce dont l'enfant aurait besoin lorsqu'il parle de l'abus qu'il a vécu, et donc ça expose l'enfant, évidemment, quand il y a des réactions comme ça un petit peu aversives à la révélation de l'abus sexuel, ça confronte l'enfant à des vécus de culpabilisation, des vécus de honte, et puis au final, c'est un petit peu la double peine puisque sa parole est discréditée. Bien, maintenant je voulais vous parler des conséquences des abus sexuels sur un plan plus cognitif, puisqu'on a parlé des stratégies de coping qui, sur un plan comportemental, allaient mener à l'évitement de l'autre, puisque à partir du moment où dans les abus sexuels, il y a une dimension interpersonnelle. Donc l'autre devient une menace, donc la menace est évitée, d'où les stratégies d'évitement. Mais même sur le plan cognitif, on retrouve un évitement cognitif, c'est-à-dire que l'individu va vraiment essayer d'éviter toute information cognitive qui va être en lien avec le traumatisme. Donc tous les souvenirs, toutes les pensées, toutes les émotions, ça va être totalement mis de côté. Dans un autre registre, je me permets de faire une petite parenthèse psychodynamique, mais on voit quand même chez les victimes d'abus sexuels un emploi de pas mal de mécanismes de défense. Alors parfois ils sont insuffisants, puisque très souvent on voit des reviviscences traumatiques, notamment quand il y a par la suite un diagnostic de troubles de stress post-traumatique complexe ou troubles de stress post-traumatique tout court. Mais voilà, on observe souvent des mécanismes de défense, type déni, dissociation, isolation. Autre chose qu'on va repérer sur le plan cognitif, et il me semble que ça a été plus ou moins abordé précédemment, c'est-à-dire qu'on va retrouver des troubles des apprentissages chez les enfants. D'ailleurs, s'il n'y a pas de prise en charge précoce durant l'enfance, c'est des difficultés qui pourront se maintenir à l'âge adulte, et Bessol parlait de fausse débilité chez l'adulte. Et donc, ces troubles des apprentissages, il y a plusieurs manières de les expliquer. Une première hypothèse qui est qu'il y a une inhibition du principe de plaisir chez l'enfant victime qui perturbe donc le plaisir lié à l'acquisition de nouvelles connaissances. Une autre théorie, plutôt une autre explication, c'est qu'on va retrouver aussi chez les enfants victimes un trouble du schéma corporel. Donc, par exemple, ça va être des enfants qui vont avoir du mal à accéder à l'écriture. Ils vont pas réussir à écrire parce que écrire, ça nécessite de faire appel à des compétences visuospatiales, de se représenter aussi dans l'espace, etc. Ça va être des enfants, par exemple, justement, Von Gietjengem, j'espère ne pas écorcher le nom, mais présentait notamment dans son papier le cas d'une fillette de 7 ans qui avait des difficultés pour placer des figurés sur une carte en géographie. Donc on voit bien comment le fait que le schéma corporel soit impacté, ça impacte aussi la capacité de l'enfant à finalement aussi se représenter d'autres choses dans l'espace. Maintenant, si on parle des conséquences des abus sexuels sur le plan affectif, on sait que les abus sexuels qui interviennent durant l'enfance vont venir perturber l'acquisition des compétences de régulation émotionnelle, notamment chez les enfants d'âge préscolaire, donc 3 à 5 ans. Un peu plus tard, on va pouvoir observer des difficultés de régulation émotionnelle alors même que ces compétences avaient été précédemment acquises. Sur un plan plus patho, on va retrouver une labilité émotionnelle, on va retrouver des crises de colère.
Mais enfin voilà, je profite juste de cette diapositive pour faire un aparté, puisqu'on voit un petit peu différents stades développementaux. On va dire que le rôle d'un parent ou d'un adulte, c'est de présenter le monde à l'enfant d'une manière qui soit adaptée à son stade de développement. Donc forcément qu'un abus sexuel, ça va être très désorganisant et ça va perturber l'acquisition, ici des compétences de régulation émotionnelle. Elles vont notamment aussi être perturbées lorsque l'enfant va être invalidé dans son vécu traumatique, puisqu'évidemment, l'invalidation émotionnelle, ça va venir perturber notamment les mécanismes qui permettent d'identifier l'émotion et puis après en découlent tous les mécanismes de régulation. Mais enfin, voilà, je me permets aussi de faire une autre parenthèse, vu qu'on parle finalement de transmettre à l'enfant, ou en tout cas d'exposer l'enfant au monde d'une manière qui soit adaptée à son stade de développement, parce que c'est une précision que je n'ai pas entendue ce matin et qui, je pense, est quand même assez importante. Parce qu'on entend souvent parler de sexualité infantile, voilà, puisque Freud en a beaucoup parlé et l'a théorisé. La sexualité infantile, ça n'est pas du tout pareil que la sexualité adulte. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, ça peut sembler évident pour certains, notamment les étudiants en psychologie ou les professionnels de santé mentale, mais pour le grand public, c'est peut-être... c'était peut-être pas si évident. Donc je me permets de le glisser. Donc maintenant, on va parler des conséquences des abus sexuels sur le neurodéveloppement. Bon, je ne suis pas neuropsy, je ne suis pas psychiatre, mais bon, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire. Puisque il y avait un papier de Tomoda et collaborateurs qui était paru en 2009. Ce qui était intéressant, c'est que ils ont étudié des individus qui étaient victimes d'abus sexuels durant l'enfance, mais ils n'ont pas forcément discriminé au moment du recrutement, selon le type de pathologie, donc ça c'était assez intéressant. Et ce qu'on retrouvait chez les victimes d'abus sexuels durant l'enfance, c'était des réductions volumétriques de matière grise dans le cortex visuel primaire et secondaire. Et ça va être en lien avec le fait que finalement, lorsqu'un enfant est victime d'abus sexuels, et d'ailleurs je me permets juste de repréciser aussi que ces réductions étaient proportionnelles au nombre d'abus vécus avant l'âge de 12 ans. Donc je me permets de dire quand même que ces anomalies de développement qu'on va retrouver chez les victimes d'abus sexuels, elles ont quand même un intérêt, c'est-à-dire que en l'espèce, les chercheurs ont émis l'hypothèse pour justement expliquer leurs résultats que finalement, de manière adaptative, le cerveau va baisser son seuil de sensibilité aux informations visuelles afférentes, et que, puisqu'on est d'accord que lorsqu'il y a un abus sexuel, l'enfant est exposé à des informations visuelles qui le dépassent complètement, qui dépassent ses capacités d'adaptation, il n'est pas capable de faire sens, et puis c'est surtout que c'est une information qui est très stressante, et donc de manière adaptative, le cerveau va diminuer sa sensibilité à finalement la réception d'informations visuelles. Autre chose intéressante, c'est que chez les personnes qui ont vécu un abus sexuel et qui présentent un trouble de stress post-traumatique, on va voir une latéralisation du fonctionnement cérébral au niveau de l'hémisphère droit. D'ailleurs, de manière un peu vulgaire, on a tendance à dire que l'hémisphère droit, c'est le cerveau des émotions. Et cette latéralisation, à nouveau, elle est en lien avec le fait que, un enfant qui subit un abus sexuel ou des abus sexuels qui vit dans un environnement aversif, il va y avoir des pics de sécrétion d'hormones de stress, notamment cortisol, et on sait que c'est nocif pour le neurodéveloppement à des taux très élevés. Ça peut être même neurotoxique. Donc, c'est-à-dire que finalement, cette latéralisation, c'est comme une compartimentalisation en fait effectuée par le cerveau pour essayer de traiter l'information stressante que dans un hémisphère, pour essayer de finalement amortir le retentissement de ces informations stressantes auxquelles l'enfant va être exposé. Autre chose qu'on observe, c'est un hippocampe qui va être plus petit bilatéralement avec une hypoactivation et un amygdale plus petit aussi bilatéralement avec une hyperactivation. A priori, la recherche a associé son hyperactivation notamment aux symptômes de reviviscence traumatique, mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux structures, ce sont des structures limbiques.
Donc forcément que si elle se développe de manière anormale, ça va avoir un retentissement sur la capacité de l'individu à se réguler émotionnellement. Mais c'est aussi deux structures qui vont faire partir de ce qu'on appelle le circuit de la peur, c'est-à-dire c'est un circuit qui va être responsable du traitement de l'information stressante ou effrayante et qui va avoir un rôle dans le déclenchement de la réponse comportementale. Et enfin, on va aussi retrouver un cortex préfrontal plus fin. Et je me permets juste, parce que j'ai oublié de le dire et je trouve que c'est quand même assez intéressant dans la diapositive juste avant, que chez les victimes d'abus verbal, on retrouve aussi des réductions volumétriques dans les aires associées à la production et la compréhension du langage. Donc c'est, selon le type d'abus, parfois on peut avoir des retentissements comme ça qui sont assez précis au niveau de certaines aires cérébrales. Donc enfin, je voulais vous parler aussi des comorbidités fréquemment associées aux troubles de la personnalité borderline et en parler au regard des abus sexuels. Je me permets de rappeler juste une petite statistique qui me semble quand même assez importante. C'est que généralement, les personnes présentant un trouble de la personnalité borderline très souvent vont présenter un historique d'abus sexuels. Bon, ici, j'ai présenté les résultats de l'étude de Weaver et Klum, mais j'aurais pu en choisir d'autres et généralement, voilà. Donc, dans leur étude, 80% des participants avaient un historique d'abus sexuels, mais généralement, dans la littérature, on va retrouver des pourcentages qui s'étalent de 60% à, ça peut monter jusqu'à 95-96%. Donc, c'est une problématique qui concerne beaucoup les patients borderline. Et maintenant, si on parle des comorbidités, donc on sait que le trouble de stress post-traumatique, c'est le premier trouble le plus souvent diagnostiqué chez les victimes d'abus sexuels, puisque selon une méta-analyse qui a été conduite par Debelis et collaborateurs, 42 à 90% des individus qui ont un historique d'abus sexuels vont être diagnostiqués d'un trouble de stress post-traumatique, et ils avaient montré aussi qu'environ un tiers présentait toujours une symptomatologie de trouble de stress post-traumatique 2 ans après le commencement de l'étude. Autre chose, au niveau de la dépression et de la suicidalité, puisque la dépression, c'est le second trouble le plus fréquemment diagnostiqué chez les victimes d'abus sexuels durant l'enfance, on sait que ces antécédents sont particulièrement corrélés à la survenue d'épisodes dépressifs majeurs. Et une revue parapluie qui a été conduite par McEvoy et collaborateurs en 2023 a montré que avoir un historique d'abus sexuels augmentait par 4 le risque de faire une tentative de suicide. Donc c'est quand même important. Au niveau des troubles du comportement alimentaire, qui sont aussi très fréquemment diagnostiqués aux côtés d'un trouble de la personnalité borderline et chez les victimes d'abus sexuels, alors concernant l'anorexie, généralement, là, je vais quand même peut-être parler plus d'un plan clinique, mais généralement, chez les patients qui ont vécu un abus sexuel, ils vont rechercher une disparition progressive à travers une perte de poids, donc une disparition des attributs sexuels secondaires, donc une perte des formes, qui est en lien avec cette espèce de fantasmatiquement le fait de se rendre moins désirable et puis de régresser finalement à un stade où le corps a l'air presque enfantin et moins fertile. Autre chose, c'est que les patients anorexiques, ils nous confrontent à une vision très mortifère. L'anorexie, elle est quand même sous-tendue par les pulsions de mort qui viennent en opposition directe à la pulsion de vie qui soutient la sexualité. Donc ça, c'est pas rien. Autre chose, je me permets de le glisser parce que je trouve ça intéressant, mais ça m'est déjà aussi arrivé d'avoir des patientes qui allaient présenter un trouble du comportement alimentaire type anorexie et qui allait avoir simplement du mal avec la nourriture solide parce que dans l'enfance, il y avait eu des violences sexuelles de type incestueuse avec pénétration orale. Et donc, l'ingestion de nourriture solide, c'était très très difficile. Ensuite, on va aussi retrouver parfois chez les victimes d'abus sexuels des conduites boulimiques hyperphagiques. Alors,
Forcément, ça conduit à des obésités avérées sur le plan médical, mais en vérité, ce sont des obésités psychogènes. On parle de pseudo-obésité psychogène. Et en fait, c'est-à-dire que Bessol utilisait un terme que je trouvais très intéressant, c'est-à-dire qu'elle parlait de protection lipidique. En fait, c'est-à-dire que sur le plan fantasmatique, pour les victimes, le fait de prendre du poids, d'avoir cette couche de graisse, cette couche lipidique qui vient s'ajouter, c'est comme finalement une armure, en fait, une protection qui va protéger l'individu d'une revictimisation. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne nécessairement, mais en tout cas, sur le plan fantasmatique, c'est ce qui a l'air de ressortir. Et puis enfin, on va aussi beaucoup retrouver des TOC, donc des troubles obsessionnels compulsifs. Majoritairement, on va retrouver ce qu'on appelle les laveurs. Donc, on va retrouver finalement des compulsions en lien avec des rituels de lavage, avec ces idées obsessionnelles de saleté, d'avoir été sali par l'abus sexuel. Donc voilà, ce sont des choses qu'on retrouve assez fréquemment. Donc maintenant, en conclusion, je voulais quand même terminer sur une note un petit peu positive, puisque le sujet de la journée est quand même assez lourd. Eh bien, je voulais dire que déjà, un abus sexuel n'est pas déterministe, je le rappelle, et qu'une diminution des difficultés et ou de la symptomatologie, s'il y a eu développement d'un trouble psychopatho, eh bien, c'est possible. Que les études ont tendance à conseiller, je me base sur notamment une méta-analyse qui avait été conduite par lui et Al, que pour la prise en charge des adultes, ce qui est conseillé, ça va être une TCC, essentiellement axée sur le trauma, sinon la thérapie interpersonnelle, qui se base sur la théorie de l'attachement. Donc ça va être intéressant parce qu'on peut justement retravailler tout ce qui est en lien avec l'attachement, les relations interpersonnelles, qui a un plan très impacté, on l'a vu au début de cette présentation. Et puis chez l'enfant et l'adolescent, à nouveau, généralement on va conseiller de la TCC, on va aussi proposer de la systémie. Ça me semble assez évident. Et puis ensuite, si on veut vraiment travailler de manière très ciblée sur le trauma, on peut proposer de l'EMDR ou de l'ICV. Évidemment, chez un patient effondré, on va éviter quand même de conseiller l'EMDR. On va peut-être faire l'ICV, mais en tout cas, si on pouvait attendre que le patient soit suffisamment stabilisé pour travailler sur le trauma, c'est quand même idéal. Et enfin, je voulais vous laisser sur une notion qui je pense est la plus positive, bien que ce soit encore discuté dans la littérature parce que c'est difficile à évaluer d'un point de vue quanti, c'est la notion de post-traumatic growth, donc croissance post-traumatique. Et en fait, ça renvoie au fait que finalement, le traumatisme c'est-à-dire qu'on observe après le traumatisme parfois un fonctionnement qui est plus optimal qu'avant le traumatisme. C'est-à-dire que le traumatisme va induire comme une rupture dans le fonctionnement initial de l'individu, que cette rupture, finalement, ce traumatisme va être comme un catalyseur, en fait, qui va permettre à l'individu de se recentrer sur lui-même, ce qui va aussi faciliter une prise de conscience d'éventuelles difficultés, et ce qui va aussi, par la suite, favoriser la demande d'aide. Et donc, on voit que, après, évidemment, les contextes de chacun sont différents. Il y a des tuteurs de résilience différents. Il y a la capacité aussi à aller chercher de l'aide thérapeutique notamment. Mais généralement, chez ces individus qui, justement, arrivent à avoir cette résilience, qui arrivent à demander de l'aide et à avoir de l'aide extérieure, on voit ce qu'on appelle une growth beyond recovery. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de croissance personnelle chez ces individus qui va bien au-delà de la simple guérison de l'abus, du trauma. Et ça va se caractériser de plusieurs manières, c'est-à-dire une plus grande appréciation de l'existence, plus de projets d'avenir, une certaine spiritualité, des relations interpersonnelles plus harmonieuses. Mais on va vraiment voir un fonctionnement global beaucoup plus optimal finalement. Donc après, oui, il faut déplorer le fait qu'il y ait besoin d'un traumatisme pour engendrer tous ces changements. Néanmoins, je pense que ça nous permet de nous quitter sur une touche un petit peu moins lourde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Inès pour cet exposé et en plus, merci d'avoir tenu le timing.